Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de ces travaux. Je voudrais d'abord vous présenter les excuses du premier avocat général Charpenel, qui nous a prévenu tardivement de son empêchement de participer à nos travaux pour des raisons hautement impératives. Et il nous présente ces excuses que je vous transmets. Et j'ai la lourde tâche de le pallier à son absence. Je ne prétends pas le faire intégralement. Je vais essayer de faire la synthèse de cette journée en rappelant tout d'abord que nous avons essayé de dire ou de définir quels étaient les critères qui allaient asseoir l'autorité de l'expert, si tant est qu'il en ait une, à savoir la compétence, la crédibilité, la confiance et ses capacités pédagogiques, de façon à faire que ces décisions ou ces propositions soient acceptées par les personnes qu'il aura à expertiser et par les autres parties, bien entendu. En ce qui concerne les expertises médicales, dans un souci d'équité, elles reposent sur des barèmes ou des référentiels. On a vu les oppositions entre les référentiels anatomiques et physiologiques. On nous a parlé des avantages ou des inconvénients des appareillages qui permettent de rétablir des capacités, moyennant un coût sans doute élevé, de rétablir des capacités fonctionnelles quasi normales par rapport à des blessures anatomiques importantes. Nous avons entendu une recherche en cours sur, je dirais, la création d'une nomenclature universelle des postes de préjudice qui soit applicable aussi bien par les compagnies d'assurance que par les juridictions civiles, pénales ou administratives. Qu'il y avait bien sûr dans les tiroirs une réforme de la responsabilité civile qui était en cours et qui allait voir le jour prochainement, qui allait peut-être nous aider dans ces travaux. On a entendu plusieurs fois parler de dématérialisation avec les problèmes que ça comportait, et que ce soit en matière d'expertise, en matière de recueil d'informations, de dossiers médicaux. Il reste encore de gros problèmes par rapport à l'exploitation des big data sur lesquels seront fondés les référentiels indemnitaires à venir. Qu'il s'agisse d'interventions devant les assises ou plus généralement dans le cadre de leurs travaux, un élément important sur lequel on a insisté, c'est la crédibilité de l'expert et de l'expertise, en particulier devant les assises, mais aussi, et il faut bien le retenir, que cette crédibilité n'est pas seulement celle de l'expert, mais qu'elle engage avec lui l'institution judiciaire tout entière. Les capacités de l'expert sont contrôlées, elles sont contrôlées régulièrement, réévaluées dans le cadre de l'inscription et de la réinscription. On a insisté longuement sur la formation continue des experts. Nous avons vu les spécificités de l'expertise dans différents domaines, dans le domaine psychiatrique, avec des comparatifs entre la Suisse et la France. Je ne parle pas seulement des différences économiques, mais également des différences de pratique, avec la pratique de l'expertise par 2 experts en Suisse, qui n'est pas le cas en France systématiquement. J'ai retenu quand même de cette journée que, globalement, l'expertise, si elle devait évoluer, elle devait le faire dans un cadre qui soit le plus stable et le plus robuste, en particulier pour tout ce qui concernait dans la pratique des praticiens, dans l'exercice quotidien des praticiens, un cadre stable.
on a vu que malheureusement, en fonction des périodes dans lesquelles se situaient les dossiers, la preuve de l'information n'était pas toujours la même, obligatoire, pas obligatoire, les risques certains, les risques rares. Donc le travail de l'expert n'est pas toujours facile et il faudrait que les législations présentent un cadre stable et robuste. Enfin, après la Suisse, nous avons eu une ouverture sur, je dirais, un avenir de l'expertise européenne. Pour ma part, j'ai rejoint l'Institut européen à titre individuel il y a quelques années, au moment où on se construisait, si je peux dire, les règles de bonne pratique de l'expertise. Mais j'habite dans une région qui est le centre de la France, qui est traversée en permanence par des convois routiers qui utilisent la voie la plus dangereuse d'Europe, la route Centre-Europe Atlantique, avec des véhicules de toutes les nations qui passent, avec des tracteurs bulgares tirant des remorques espagnoles, des chargements allemands et des chauffeurs qui viennent de je ne sais quel pays. Donc on a des risques d'incertitude, si je peux dire, sur le pays, le droit de quel pays s'appliquerait en cas de sinistre. Est-ce que c'est le droit du chauffeur, du tracteur, de la remorque ou du chargement? On n'en sait rien. Donc on est obligé quand même d'évoluer dans un cadre européen et de rechercher une unité ou du moins une interopérabilité entre nos différents pays. Une de nos collègues de l'Institut européen nous avait présenté dernièrement les difficultés d'une difficulté commerciale entre un acheteur allemand qui achetait un bateau à Marseille avec quelques vices de forme et les difficultés que ça représentait selon que l'expertise était faite en France, en Allemagne, pour une juridiction ou une autre. C'est quelque chose actuellement de tout à fait intordable et c'est un des soucis que nous avons au sein de l'Institut européen. Au terme de cette journée, je crois que s'il y a quelques mots à retenir, c'est que l'autorité de l'expert ne se décrète pas. L'autorité de l'expert, c'est quelque chose qui repose sur des bases solides de compétences professionnelles, de compétences juridiques, mais aussi, et on l'a dit, non seulement sur un savoir-faire, mais sur un savoir-être, la façon de se présenter, la façon d'organiser son travail, de se tenir, on l'a vu, devant les assises. Et je crois que c'est ces savoir-faire et savoir-être qui seront les maîtres mots de notre autorité. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un bon retour sur vos terres lointaines et rendez-vous à Paris l'année prochaine.